Bonjour à tous, je m'appelle Arthur, je suis brand manager chez Léon Flamme et voici Louis, notre dirigeant tout simplement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de nos marges, on va parler un peu de notre situation actuelle chez Léon Flamme, ce qui nous pose problème et comment on peut pivoter pour la suite. D'abord, il faut dire qu'il y a plein de circonstances globales qui ont fait que nos coûts ont beaucoup augmenté, notamment nos charges. Donc ouais, toutes les charges dans notre partie industrielle ont pas mal augmenté. Alors ça, c'est dû à une inflation générale, hein, donc c'est pas quelque chose de particulier Oui. à nous. C'est principalement dû à l'augmentation des coûts de l'énergie. Oui, vous aussi, votre facture de chauffage a certainement augmenté, la nôtre aussi, sauf qu'elle est un petit peu plus costaude puisque notre atelier est assez gourmand en électricité. Ouais, donc c'est un atelier qui est évidemment à plus grande échelle qu'un logement. C'est 2000 m² qu'il va falloir chauffer, il faut alimenter toutes nos machines en électricité. Nous, c'est intéressant de produire en France parce que l'électricité en France est plutôt décarbonée. En revanche, on subit, comme toutes les industries manufacturières, une augmentation de nos coûts d'électricité qui est de l'ordre de x3 par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Et avant, on payait combien de... Globalement, on est passé de 20 000 € de facture d'énergie à un budget à 60 000 pour l'année 2023. Ah oui, ouais, donc ça fait une sacrée augmentation sur l'énergie. En plus, on n'a pas eu le bouclier, parce que je crois que les habitations domestiques ont eu un bouclier tarifaire sur l'augmentation des prix de l'énergie, mais nous, on l'a pas eu, c'est ça. Les particuliers sont protégés. Toutes les entreprises qui sont extrêmement énergivores ont eu aussi des aides directes. Nous, on est un peu en dessous de la barre. On va voir comment ça va se réguler. A priori, l'augmentation, elle est en train de s'estomper, mais on est évidemment à des coûts énergétiques beaucoup plus importants qu'avant. Et donc, ces coûts de l'énergie, ils ont un impact sur plein de choses. Ils ont un impact qui est immédiat sur la facture d'électricité de l'atelier, les coûts des matières premières, parce que chaque transformation demande de l'énergie. Comme toutes nos matières sont fabriquées en France et dans les pays frontaliers, on a exactement le même mécanisme. Et ces coûts de l'énergie aussi ont créé une inflation générale. On a une augmentation. Qu'on achète plus cher aussi. Tout est acheté plus cher. Et aussi, comme tous nos salariés achètent tout plus cher, il y a une augmentation générale des coûts de la main-d'œuvre. Tu parlais de nos matières premières. Dans notre industrie, les matières premières, c'est essentiellement le cuir. Pour faire des sacs en cuir, c'est quand même plus pratique. Et aussi la métallerie pour tout ce qui est zip, les boucles, les sangles et tout ça. Par exemple, pour l'un de nos porte-documents Aviso, avant, on payait 60 € pour celui qui est tout en cuir. Le cuir de matière. Ouais. Maintenant, on paye un peu plus cher, c'est ça? Ouais, c'est plutôt 20% de plus. Donc 70. 72, ouais. Le process de tannerie qui prend de l'énergie, la main-d'œuvre qui est utilisée pour fabriquer le cuir, mais aussi une tension sur les chaînes d'approvisionnement parce que chaque tannerie travaille aussi pour les grandes maisons de luxe qui ont, elles, des croissances énormes sur des volumes énormes. Très bonne reprise. Et c'est même une reprise qui a rattrapé l'effet Covid. Enfin, cette tension, il n'y a pas assez d'offres pour la demande. Il n'y a pas assez d'offres au bon grade de qualité pour la demande. Donc ça demande en permanence d'être à la recherche des meilleurs grades de qualité qui sont les plus demandés, donc les plus chers. Et en plus, dans notre secteur, si on veut faire des beaux sacs, on ne peut pas tricher sur la qualité du cuir, quoi. C'est juste pas possible. Surtout avec ceux qu'on achète, enfin, c'est évident que... La matière première qu'on utilise sur tous nos produits, ça va vraiment impliquer la durabilité du produit. Et donc c'est évident que la partie qualité intrinsèque du cuir est hyper importante, quoi. Potentiellement des choses qui peuvent être moins importantes qu'ils le sont pour des maisons de luxe et la partie micro-défaut qui n'implique pas la qualité mécanique. Donc ça, c'est un peu la situation globale qui nous impacte tous. Après, Léon Flamme en tant que marque, on a évolué, moi je ne suis pas là depuis très longtemps, mais toi tu pourras peut-être en parler mieux que moi, on a évolué d'un modèle qui était plus de DNVB vers maintenant un modèle qui est hybride entre DNVB et atelier, et artisanat et industriel. Ouais, c'est ça. On est parti d'un modèle relativement classique d'un projet où on designait des produits, on les faisait fabriquer et on les revendait. Ce projet a évolué parce qu'il y avait la volonté d'avoir un impact social, de mieux maîtriser aussi la qualité des produits, de remonter finalement la chaîne de valeur et donc de devenir fabricant. Le modèle d'une DNVB, c'est finalement de limiter au maximum les intermédiaires, ce qui lui permet d'être compétitif sur les prix et surtout elles n'ont pas de réseau retail, de loyer de boutique qui coûte extrêmement cher. Finalement, ils passent commande dans un atelier, ils ont un brief et voilà, ils passent leur commande, mais ils n'ont pas à assumer tous les investissements et tous les amortissements qui sont inhérents à un modèle
modèle plus industriel. Ouais, tout à fait. Dès qu'on passe dans un modèle un peu plus industriel, on est obligé d'investir sur un bâtiment, des équipes, de la formation, des machines. Nous, aujourd'hui, on a investi à peu près 1,2 million depuis la création de l'usine. Ouais, donc ça, c'est un truc que typiquement une DNVB ne va pas avoir à amortir sur le long terme. Alors, c'est quelque chose qu'elle va payer en laissant une marge à l'atelier, mais en revanche, il n'y a pas cet investissement upfront à mettre. Donc, il y a une partie stock et ils assument de fait par les augmentations de coûts de production, des augmentations de prix. Mais ils sont peut-être un petit peu plus agiles aussi, même si c'est compliqué, ils peuvent toujours changer d'atelier, alors que si tu as ton atelier, tu peux pas bouger, tu es coincé avec. Bah ouais, c'est tout à fait. Ça fait partie même de l'ADN d'une DNVB, c'est justement de pouvoir garder une certaine agilité, de pouvoir changer de produit, de type de produit, de production en fonction des tendances. À partir du moment où on a un investissement industriel, même s'il est relativement agile, on a un certain savoir-faire et on doit se coller à ce savoir-faire. Maintenant, Léon Flamme, c'est pas seulement une DNVB, mais c'est aussi, comme vous l'avez certainement compris depuis tout à l'heure, c'est aussi une marque qui fabrique elle-même. Alors on fabrique pour notre propre marque, Léon Flamme, on fabrique aussi maintenant pour d'autres maisons. C'est ça, ouais. Alors on est rentré dans ce système de fabrication pour d'autres maisons, pour partager un peu nos coûts fixes. Ouais. Pour cette montée en gamme, montée en qualité, montée en productivité, il faut avoir une certaine taille critique. La partie industrielle, elle se gère à partir d'une certaine taille. Voilà, on n'y est pas encore, on est à 40 artisans. Pour assumer tous ces coûts de fonctions support, de machines, etc., il fallait pouvoir amortir la production sur plusieurs marques. Alors c'est sûr que c'est une formidable opportunité pour se développer et aussi pour développer et conserver le savoir-faire français. Finalement, en tant que marque fabricante, les produits Léon Flamme, ce qui est bien, c'est que contrairement à une DNVB, on n'a pas à payer l'atelier. Enfin, si on paye l'atelier, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de marge sur l'atelier. Donc finalement, c'est peut-être plus. On remonte d'un cran sur la fabrication de valeur. Donc on est directement d'un atelier à un client final, ce qui permet d'éviter encore un intermédiaire qui est la DNVB entre l'atelier et le client. Mais finalement, avec le B2B, on retrouve ça, sauf qu'on est de l'autre côté de la barrière où en fait on est fabricant et la marque va remarger par-dessus, ce qui est normal. Mais du coup, ça nous limite dans nos marges qu'on pourrait faire, qui pourraient être plus grandes sur les produits Léon Flamme que sur les produits en B2B. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est la théorie. C'est-à-dire qu'en théorie, en tant que marque fabricante, on pourrait mieux marger et avoir des prix quand même plus intéressants pour les clients. Mais dans la réalité, c'est pas trop ce qui se passe. Comme on vous l'a dit, les coûts ont énormément augmenté. Et pour une DNVB, le coefficient, c'est entre quoi Entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Et pour une marque traditionnelle, donc avec un réseau de boutiques, ça se situe plutôt autour de 5. Autour de 5. Donc le coefficient, c'est la multiplication entre un prix de revient et un prix de vente. On le calcule par rapport à un prix de vente TTC. Pour reprendre notre exemple du porte-document Aviso tout à l'heure, on le vend 370 € aujourd'hui et il nous coûte combien ? Et aujourd'hui, avec toutes les augmentations de coûts qu'on a eues ces dernières années, c'est un coût de production autour de 250 € maintenant. Et du coup, notre coefficient actuellement, il est à combien ? Du coup, il est à 1,5, ce qui est assez faible pour le secteur. Il y a aussi la preuve qu'on est vraiment avec zéro intermédiaire entre une production et un client final. Donc, impossible à tenir dès qu'on met le moindre intermédiaire. Avoir cette marge, ce coefficient aussi faible aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour la suite et dans le futur ? Qu'est-ce que ça impose comme limite ? Ça impose d'être extrêmement économe dans la gestion de la marque. Et donc ça limite énormément tout ce qui peut être investissement sur le projet. Donc en fait, on survit, mais on ne peut pas se développer la marque Léon Flamme. La marque Léon Flamme en elle-même devient un projet qui ne fait que s'autofinancer sans pouvoir générer de quoi l'alimenter et rentrer dans un cercle vertueux pour pouvoir grossir. Du coup, à terme, si on continue sur cette voie-là, elle est destinée à péricliter un petit peu parce que s'il n'y a pas d'intérêt réel à le faire, c'est pas un truc qui continuerait, quoi. Moi j'ai un attachement particulier. Oui, ça je me doute. Oui, c'est ça, ça devient un projet image pour un atelier. Ça peut pas continuer comme ça, c'est sûr et certain. Bah non. La première solution qu'on aurait, c'est... Parce que 1,5, c'est des marges qu'on peut retrouver notamment dans toute la grande distrib, ouais. Mais après, ou dans l'agroalimentaire, ouais. Mais ça, c'est sur des volumes qui sont incroyables, quoi. Beaucoup plus important, ouais. Et nous, actuellement, on est déjà en flux tendu à l'atelier, donc on est complètement incapable de faire ça. On est incapable de toute façon de s'adresser à une
un public aussi large Ouais. qu'une marque agroalimentaire ou même que la grande distribution. De toute façon, on reste sur un produit qui est relativement annexe dans la vie des gens. Le sac à main ou le briefcase pour aller au travail, c'est forcément des dépenses moindres que son quotidien pour se nourrir. Que même si on augmentait la capacité de production, donc ce serait plus de coûts fixes, et même avec cette marge-là, ça resterait un petit peu compliqué. Ça fonctionne dans le cadre d'un projet de vente de masse. Et pour le coup, je pense pas qu'on soit dedans du tout. Puis en plus, ça voudrait dire qu'il faudrait fabriquer plus vite. S'il faut faire plus de volume, il faudrait fabriquer plus vite. Oui, Et avoir plus c'est de monde, risqué de bâcler automatiser. aussi ça, ouais. Ouais. Si on automatise tout, on perd aussi un petit peu le savoir-faire. Il y a beaucoup de choses qui ne s'automatisent pas, Ouais. pour le coup, en maroquinerie. Même dans les très très grosses productions, ça reste un travail qui est assez manuel. Donc ça, c'est la solution 1. On a vu que ça ne fonctionnait pas. La solution 2, ce serait de réduire les coûts. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique de rogner sur la qualité des matières premières. Aller acheter des matières premières moins chères, mais ça, sur le moyen terme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable, parce que ça diminue tout de suite la qualité intrinsèque du produit. Dans le prix de revient, il y a la partie matière et la partie main-d'œuvre. On ne peut pas jouer sur les matières premières. Sur la main-d'œuvre, on ne peut pas jouer si on ne souhaite pas délocaliser, et ce qui n'est vraiment pas l'objectif de la marque. Donc c'est quelque chose qui n'est pas viable. Oui, c'est pas quelque chose qui rentre dans ce qu'on a envie de faire avec Léon Flamme, quoi. C'est pas le projet. C'est De pas toute le façon, projet. ça pourrait très bien fonctionner pour un autre projet, mais là, c'est pas celui-là. Il reste plus qu'une seule solution, c'est d'augmenter notre marge et d'augmenter les prix. Mais alors, qu'est-ce qu'on propose en échange? Parce qu'on ne peut pas simplement augmenter les prix gratuitement. C'est essentiel d'augmenter les prix, mais il faut qu'on puisse proposer quelque chose de nouveau et quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Pourquoi est-ce qu'un produit Léon Flamme, il est vendu pour la même main que 10 fois moins cher qu'un autre produit de maroquinerie? Ça dépend quand même beaucoup de la notoriété de la marque, de sa désirabilité, de ce qu'elle donne comme statut social, notamment sur l'accessoire, et enfin du design, Oui. de l'unicité des designs. Et donc en fait, il faut vraiment, pour travailler une marque, et c'est là où c'est la grande difficulté, c'est très bien de savoir produire des choses bien, mais c'est absolument pas suffisant pour se rendre désirable. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur le produit, qu'il soit mieux pensé, que le parti pris stylistique et le design soient plus aboutis, mieux pensés et plus affinés. En fait, ça demande de prendre la marque Léon Flamme telle qu'elle est aujourd'hui, une excellente marque de maroquinerie abordable, mais il faut qu'on l'amène de cette étape-là à l'étape d'avoir une marque qui est beaucoup plus premium, beaucoup plus presque luxueuse à ce niveau-là. Alors sans entrer du tout dans le jeu de Des marges à x20 ou des trucs comme ça. des grandes maisons de luxe, parce que c'est pas du tout l'objet, mais c'est de rester sur un rapport qualité-prix qui soit cohérent, donc pas du tout décorrélé entre le prix et l'usage, mais en revanche d'avoir quelque chose qui puisse du coup plaire à un pan de la population. Alors pour ça, du coup, c'est quoi le plan d'action là-dessus Plan d'action. Pour réussir à achever ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors moi j'ai première action, on embauche Arthur. Et après, donc c'est un retravail des designs, Ouais. de la communication, engager la communauté Par exemple, par cette vidéo par aussi. cette vidéo, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions sur le projet, plus de participatif en fait. Mais c'est ça. Monter marche après marche, quoi. Pas tout faire d'un coup. Bon, alors déjà, on commence à redesigner des produits. On continue ce qu'on fait sur YouTube et on le développe. Instagram aussi, n'hésitez pas à suivre si vous avez envie de ça. Rendez-vous la prochaine fois pour la suite de ce projet, derrière le rideau d'une marque de maroquinerie made in France.